Bonjour Serge Blanchard. Bonjour Thibault. Vous êtes consultant, partenaire au sein du cabinet OCNC Stratégie, spécialiste de l'Afrique. Je vous avais reçu il y a quelques semaines pour évoquer le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. On va parler aujourd'hui du deuxième pays le plus peuplé, l'Éthiopie, 90 millions d'habitants et un pays en plein développement avec une croissance moyenne annuelle de 10% depuis une décennie. Pourtant, on s'interroge, l'Éthiopie attire des capitaux étrangers, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent dans ce pays enclavé, montagneux, sans accès à la mer? Tout à fait. Bon, tout d'abord, je suis ravi d'être ici, je vous le dis à chaque fois, mais c'est sincère, ça on part est ravi du de vous cœur. recevoir. Absolument. Donc l'Afrique, on l'a dit, l'Afrique est émergente et on a une véritable montée en puissance extrêmement lourde. On en parle beaucoup, mais on n'arrive pas quand même à avoir beaucoup de motivation pour y aller. Alors il y a un tableau qui est toujours intéressant, c'est le tableau des 10 populations les plus fortes aujourd'hui dans le monde. Hein, vous l'avez dit, le Nigeria aujourd'hui est déjà dans les 10 pays les plus peuplés, puisqu'on a 180 millions d'habitants. Mais quand on se projette, et au moins on peut le faire en matière démographique, quand on se projette à 2050, on a 2 pays matures qui sortent du classement des 10 pays les plus peuplés, qui sont la Russie et le Japon. Et il y en a 2 autres qui entrent, et ce sont des pays africains, c'est l'Éthiopie et c'est la République démocratique du Congo. Donc on a 3 pays à horizon 2050 qui sont dans le top des 10 pays les plus peuplés. Donc l'atout, il est démographique avant tout. Il est démographique avant tout. Alors il n'est pas seulement évidemment démographique, on l'a vu avec le Nigeria, puisque le Nigeria maintenant pointe déjà au 30e rang à peu près en termes de PIB. En Éthiopie, on n'en est pas là du tout. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui se passe et nos 2 poids lourds, c'est vraiment Nigeria d'un côté, Éthiopie de l'autre, et il faut regarder ça. Alors vous avez raison, l'Éthiopie c'est encore plus compliqué que le Nigeria, parce que le Nigeria, quand les nouvelles arrivent, en général, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais alors, sur l'Éthiopie, c'est encore plus simple. Il n'y en a pas du tout de nouvelles. Donc l'Éthiopie, c'est complètement inconnu au bataillon. Alors vous avez raison, c'est enclavé par des pays qu'on connaît encore moins. Donc vous l'avez dit, Érythrée, Sud-Soudan, Somalie. Alors maintenant, ça se complique encore plus puisqu'on a Somaliland. Donc bref, Éthiopie là-dedans. Alors on a les lointains souvenirs de la reine de Saba, mais en dehors de ça, hein, franchement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Or, c'est un pays fabuleux, c'est un pays fascinant. C'est un pays qui a une culture extrêmement forte, un pays qui a des traditions extrêmement fortes. C'est un pays qui a une volonté d'émerger très rapidement. Et donc, il faut le mettre en priorité très vite. Alors nous, hein, on le disait en introduction, nous, les Français, on ne le regarde pas suffisamment. Par contre, vous me le disiez, il y en a que ça intéresse beaucoup. Oui, alors on va revenir sur la présence française qui est effectivement, vous l'avez souligné, est un petit peu timide. Ce qui est intéressant avec l'Éthiopie, c'est cette volonté de se développer et notamment avec un modèle, la Chine. L'Éthiopie entretient des relations privilégiées avec la Chine. C'est notamment sous l'impulsion de l'ex-premier ministre décédé en 2012, Meles Zenawi, qui a adopté les plans quinquennaux. La Chine, en retour, finance les infrastructures. Le plus symbolique, c'est sans doute le siège de l'Union africaine qui a été construite à Addis Abeba. Qu'est-ce que la Chine y gagne en tant qu'investisseur étranger? Alors, c'est une très bonne question. Quand on parle de ça, tout le monde se dit « Ah ben ça y est, la Chine, forcément, c'est les matières premières. » Et donc, accord matières premières contre infrastructures. Ben non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'Éthiopie est relativement pauvre en matières premières. C'est pas ça. Bon, il y a 2 choses. Il y a bien évidemment le financement des infrastructures, mais il y a surtout en fait, la recherche d'une alternative à la production chinoise. Donc en Chine, vous savez que les salaires maintenant ont explosé, donc la place d'Atelier du Monde en Chine, elle est partie. On a eu une montée en puissance extrêmement forte de l'Asie du Sud-Est avec le Vietnam en tête. Et donc les Chinois, les producteurs chinois se disent, nous, il faut qu'on trouve des alternatives. Donc ils ont regardé Bangladesh, etc. Et maintenant, ils regardent Éthiopie. Parce que c'est encore moins cher. Le salaire moyen, je vais le rappeler, en Éthiopie, c'est moins de 30 € par mois. Voilà, le salaire moyen, on est à 30 $, exactement, on est à 30 $ quand on est grosso modo à 400 $ maintenant en Chine continentale. Donc, si vous voulez, l'écart, il est absolument colossal. Et ça fait qu'on a de très gros sous-traitants chinois qui maintenant se disent « moi, je vais délocaliser ». Et ils viennent délocaliser en Éthiopie. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le mentionner, l'Éthiopie a un modèle assez top-down, je dirais, pardonnez-moi l'anglicisme, mais avec une volonté explicite de vouloir avancer rapidement et d'accorder les violons, entre guillemets, beaucoup plus que par exemple au Nigeria. On y reviendra, hein, c'est un modèle très différent. Donc un modèle avec lequel les Chinois sont très à l'aise, et donc ils arrivent, Exim Bank, financement de zones économiques spéciales et mise en place d'ateliers, donc en particulier dans le domaine, par exemple, de la production de chaussures. Donc on a cette entreprise qui est Rajang, qui est un des plus gros producteurs, qui s'est mis dans la chaussure parce qu'en Éthiopie, on a le plus gros cheptel africain.
L'Éthiopie, c'est 70 millions de têtes de bétail. C'est le plus gros cheptel de toute l'Afrique. Et donc, on a une usine ultra moderne qui est aujourd'hui un des gros producteurs africains. Et donc, dans la balance export, ce que recherche le gouvernement éthiopien, une grosse balance export, ça pèse lourd. Donc voilà ce que le gouvernement chinois recherche en priorité. Et un symbole aussi de cette recherche de zones de production, c'est le géant suédois du textile, H&M, avec l'apparition depuis 2 ou 3 ans des étiquettes Made in Ethiopia. Alors vous avez raison, donc ça avait été une énorme surprise, on s'en souvient, tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du trafic? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est quoi ces étiquettes Made in Ethiopia? Pas du tout, c'est qu'il se trouve que H&M sous-traite sa production à un certain nombre d'industriels, dont un industriel turc qui s'appelle Aika Textile. Et Aika Textile, il a déjà, lui aussi, pour exactement la même logique, il a délocalisé en Éthiopie et il a construit en Éthiopie un atelier ultra moderne, mais qui intègre toute la chaîne. Mais les investisseurs sont uniquement à la recherche d'une production au plus bas coût possible? C'est le jeu, si vous voulez, c'est le jeu du déplacement de la production avec un mix niveau d'éducation, formation, production, qualité qui est important parce que justement c'est ça qui est intéressant avec H&M. H&M, c'est pas seulement uniquement la production puisqu'il a dit écoutez, moi c'est pas compliqué, je vais m'intégrer en amont et donc il va lancer une production en amont de coton bio pour pouvoir avoir une offre complètement de qualité élevée sur l'ensemble de la chaîne et on l'aide à faire ça. Donc on n'est pas du tout à une recherche uniquement du coût de production pur et puis le jour où ça s'arrête, on va ailleurs. Non. Oui, ça reste une puissance agricole, l'Éthiopie, et c'est un atout recherché par les investisseurs étrangers. Exactement, c'est un atout considérable. Donc on a là une logique, on y reviendra sur l'enjeu agricole parce qu'on voit bien là qu'il y a des choses à regarder. Il y a un enjeu absolument colossal. L'Éthiopie est au rendez-vous. L'Éthiopie, écoutez, dit d'accord, nous on va organiser ces zones donc économiques prioritaires et effectivement, alors ça va très vite, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Éthiopie, ça va très vite, entre guillemets, un peu à la chinoise. C'est aussi pour ça que nos Chinois aiment bien ça. On ne met pas 10 ans avant de décider. On dit OK, on y va, et là, les choses démarrent vite. Alors, parmi ces puissances étrangères présentes en Éthiopie, il y a la Chine, on l'a longuement évoqué, il y a aussi les États-Unis, l'Arabie Saoudite. En revanche, la présence française reste très timide. Je vais citer simplement quelques chiffres. 13e client du pays, 7e fournisseur. Comment l'expliquer? Est-ce simplement parce que parce que l'Éthiopie ne se situe pas dans la zone d'influence traditionnelle de la France en Afrique? Oui, alors évidemment, Thibault, vous avez raison de le mentionner. Nous, on regarde à l'ouest. On regarde à l'ouest. Et quand on regarde à l'ouest, on a même du mal à regarder au Nigeria. Alors l'Éthiopie, là-bas, on ne regarde pas. Alors il y a des exceptions. Je voudrais en citer une qui est quand même très intéressante. Ça vient de se faire. Mais vous savez que donc les Chinois sont très présents sur les infrastructures, en particulier de rail, puisqu'ils financent quasiment l'intégralité. L'Éthiopie a décidé de faire un très très gros investissement sur le plan rail pour désenclaver en fait ce pays qui est très grand. Je rappelle, quand même plus d'1 million de kilomètres carrés. Bref, donc gros programme rail, largement financé par les capitaux chinois. Eh bien, figurez-vous que notre champion français tricolore, qui est leader mondial de l'ingénierie du rail, vient de décrocher un contrat d'assistance technique et de suivi de travaux sur l'un des tronçons majeurs, donc plus de 400 km de rail quand même, en Éthiopie. Donc c'est tout à fait possible, même dans des domaines où a priori on se dirait mais non, de toute façon on ne peut rien faire, les Chinois raflent tout. Alors ce qui est assez amusant, ironie du sort, c'est que dans le même temps, quasiment au même moment, ils ont obtenu les études, un contrat d'études d'ingénierie sur la Purple Line de Lagos. Donc, vous voyez, donc sur les deux pays où les enjeux sont importants, le Nigeria et l'Éthiopie, il y a moyen de faire. Il y a des groupes français qui l'ont bien compris. Et il y a des groupes français qui le comprennent bien. Serge Blanchard, pour terminer, je voudrais quand même que l'on parle de la pauvreté en Éthiopie. C'est vrai que quand on ne connaît pas le pays, sans remonter à la grande famine des années 80, c'est l'image qui, pardonnez-moi, saute un petit peu aux yeux. Il y a eu la crise alimentaire en 2011. Encore une fois, quelques chiffres. 1/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le pays est 173e dans le classement mondial par indice de développement humain. Comment expliquer que le boom économique ne parvienne pas à l'enrayer? Je rappelle, une croissance moyenne de 10% par an depuis une décennie. Voilà, vous avez tout à fait raison. Donc ça c'est un peu le paradoxe, et c'est un paradoxe entre guillemets qu'on observe sur ces économies où la vitesse de développement est très forte. Donc c'est vrai qu'il y a une dérivée qui est là, mais néanmoins avant d'arriver à tout entraîner, ça prend un certain temps. Néanmoins, petite illustration, le secteur des fleurs. Le secteur des fleurs, quand on en parlait, il y a, mettons 5 ans, en Afrique, les gens vous disaient c'est le Kenya. Le Kenya. Bon, aujourd'hui, l'Éthiopie, en 5 ans, est devenue 4e exportateur mondial de fleurs.
Les fleurs, c'est très compliqué. Hein. Ça demande de la technicité, Une faut logistique investir. incroyable. Logistique absolument incroyable, parce que vous avez grosso modo 48 heures devant vous avant que ça arrive à destination. Bon, et ben, en 5 ans, ils sont devenus 4e exportateur mondial, si vous voulez, Thibault. Donc, grosso modo, on a un pays, certes, qui a des défis, mais on a un pays qui est structuré pour dire, bah, on va y aller, et sur un certain nombre de choses comme ça, on doit pouvoir arriver à faire la différence. Et c'est là que, pour les Français, si vous voulez, vous me demandez, effectivement, vous me dites on n'y est pas suffisamment, le secteur de l'agroalimentaire, avec 70 millions de têtes de bétail, avec des gens qui font du coton bio, avec le 4e exportateur de fleurs, si vous voulez, avec une altitude moyenne à 2000, avec un climat qui est parfait, c'est une terre d'élection pour notre secteur agroalimentaire et sur toute notre filière, hein, depuis la coopérative. Et donc pour moi, c'est véritablement une très très grosse priorité. Voilà, donc votre message au groupe français, allez-y. Yes. Maintenant. Eh bien, Serge Blanchard, merci de ce message Merci à et de vous. cet éclairage sur ce boom économique en Éthiopie. Merci beaucoup. Merci Thibault.